Bienvenue dans ce webinaire fraude au paiement. Je vais encore laisser quelques petites secondes pour attendre les personnes qui doivent encore se connecter. On va doucement laisser le temps aux gens d'arriver. Bon. Les retardataires nous prendront en cours de route. Au pire, je vais déjà commencer par vous présenter un petit peu ce que nous allons voir aujourd'hui, le menu que nous allons aborder aujourd'hui. Donc bienvenue dans ce webinaire qui concerne la fraude au paiement. Ce webinaire se tient à l'occasion du Fraud Prevention Day qui normalement devait se passer en présentiel, mais au vu de la situation actuelle, nous avons décidé de le faire sous forme d'un webinaire et à raison d'un webinaire par mois. Je vais devoir m'habituer à parler à travers un écran et de ne pas vous voir. On va essayer de rendre ça malgré tout un tout petit peu plus interactif, même si j'aurais beaucoup aimé vous avoir en présentiel. Mais voilà, la situation fait en sorte qu'on doit s'adapter. Vous devez savoir que ces webinaires, à mon avis, vous le savez déjà, sont organisés par le SPF Économie en collaboration avec le Centre européen des consommateurs et le service de médiation pour le consommateur. Je vais aussi me présenter avant toute chose. Je m'appelle Charlotte Samels et je suis inspecteur juriste à l'inspection économique, plus particulièrement dans le service enquête financière. Au sein de ce service, nous contrôlons les acteurs des services de paiement, des crédits à la consommation et des crédits hypothécaires, tout en gardant comme objectif principal de protéger le consommateur. Je suis également en présence de mon collègue Axel Hermans, qui est lui aussi inspecteur au sein de ce même service, et c'est lui qui s'occupera de vos questions pendant le webinaire. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le module de questions-réponses qui se trouve à droite de votre écran. Ce module apparaît automatiquement sur la droite de votre écran. Il vous suffit alors de cliquer sur l'onglet pour l'ouvrir. Si par contre ce module ne s'affiche pas, vous avez les petites lettres QR qui apparaissent en bas à droite de votre écran et il vous suffit simplement de cliquer dessus pour que ce module s'ouvre. Les mêmes lettres QR peuvent être remplacées par VA pour VRAC et Antwoord pour nos amis néerlandophones qui nous ont rejoints. Toutes vos questions doivent être donc adressées à mon collègue Axel Hermans. Vous devez donc juste sélectionner son nom dans le menu déroulant avant de poser votre question. Comme ça, vos questions arriveront directement auprès de lui. Si vous avez un problème plus technique, donc si vous ne voyez pas le PowerPoint, si vous avez un problème, vous ne m'entendez pas bien ou autre, je vous conseille plutôt de poser cette question, une question d'ordre technique à Julie Durieux, qui se fera un plaisir de vous répondre. Donc voilà, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. J'y répondrai soit à la fin du webinaire ou alors mon collègue s'en chargera pendant le déroulement de celui-ci. Le webinaire va s'articuler en plus ou moins 1 heure de présentation et ensuite on laissera un petit peu de temps pour les éventuelles questions que vous avez encore. Vous êtes ici présent donc pour le deuxième webinaire du Fraud Prevention Day et tous ces webinaires fonctionnent selon le principe du Train the Trainer. L'objectif est que vous appreniez à reconnaître lorsqu'une personne avec laquelle vous êtes en contact est victime d'une fraude au paiement. Et nous allons vous donner tous les outils pour que vous puissiez mettre en garde les personnes qui pourraient être susceptibles d'être victimes de fraude au paiement, mais également de les accompagner lorsqu'elles ont été effectivement victimes de fraude au paiement. Voici le menu de notre webinaire. Nous allons dans un premier temps aborder les tendances en matière de fraude au paiement, pour ensuite venir à la prévention de la fraude au paiement et ensuite comment réagir à la fraude au paiement. Il me semblait judicieux, avant d'aborder les tendances en matière de fraude au paiement, d'aborder un petit peu le panorama des moyens de paiement qui existent à l'heure actuelle dans notre société.
Et certains moyens de paiement ne sont plus à présenter puisqu'ils sont généralement les premiers auxquels nous pensons lorsque nous voulons effectuer un paiement. Je parle notamment du paiement en espèces ou encore du paiement par carte. Il peut s'agir d'une carte de débit avec les fonctions Maestro, Banque Contact, mais également une carte accréditive avec laquelle vous payez et à la fin du mois, vous devez rembourser tout ce que vous avez payé. Ou encore une carte de crédit au sens strict de la loi, qui implique un réel prêt auprès de votre banque et des mensualités à rembourser avec un taux d'intérêt qui s'applique dessus. En ancien moyen de paiement, nous avons également le chèque, tout comme le virement bancaire qui, lui, tend petit à petit à se moderniser puisque, malgré mon jeune âge, je me souviens très bien qu'on devait encore se rendre assez régulièrement à notre banque auprès d'un automate pour réaliser un virement bancaire. Actuellement, il est assez facile de réaliser celui-ci depuis notre canapé avec notre application bancaire. Nous avons également d'autres moyens de paiement qui sont un petit peu plus actuels et qui tentent à se développer, tels que le paiement à distance, via SMS, via un appel ou encore via Payconiq by Banque Contact, on y reviendra juste après. On a également le paiement sans contact qui lui est limité à 50 € actuellement, ou encore l'argent électronique ou l'utilisation de sociétés de transfert d'argent. Nous avons donc énormément de moyens de paiement qui tentent à exister, tant des nouveaux moyens de paiement que des anciens moyens de paiement. Toutefois, dans certaines atmosphères, on peut retrouver des moyens de paiement assez récents qui tentent à en effacer des anciens, et c'est notamment le système du paiement cashless qui se déroule le plus souvent dans les festivals. Donc, si vous vous rendez à Tomorrowland, par exemple, vous recevez un bracelet sur lequel vous devez créditer les Pearls, qui est l'unité monétaire officielle du festival. Et à l'aide de ce bracelet et des Pearls, vous pouvez réaliser toutes les consommations sur le site. Donc, on voit une première tendance qui se dessine par rapport aux anciens et aux nouveaux moyens de paiement. Actuellement, en raison de la crise du coronavirus, on est peut-être plus amené à effectuer des achats sur Internet, passe de plus en plus de temps en e-commerce. Et donc, la société actuelle se développe petit à petit et nous propose de nouveaux moyens de paiement qui s'adaptent à cette situation. C'est notamment le cas de Payconiq by Banque Contact qui existe déjà maintenant depuis un certain temps et que vous connaissez certainement. Payconiq by Banque Contact, vous suffit simplement de pouvoir scanner à l'aide de votre GSM un code barre, un QR code plutôt, et celui-ci vous permettra de finaliser une transaction. On a également PayPal qui lui vous permet de payer juste en utilisant une adresse email ou encore un mot de passe. Et de cette manière, les créanciers n'ont pas accès à vos données bancaires. C'est quelque chose qui existe également depuis un certain temps. Et nous avons ensuite le petit dernier qui est Klarna. Klarna est beaucoup moins connu en Belgique puisqu'il a débarqué à la mi-juin, je dirais, de cette année. Et en fait, Klarna vous permet, lorsque vous recevez un achat que vous avez commandé en ligne, il vous permet de pouvoir payer 21 jours après la réception de celui-ci. Et leur politique est que vous ne payez seulement que ce que vous gardez. Donc, vous pouvez essayer votre achat, le renvoyer et payer que ce que vous gardez. Mais qui dit une multitude de nouveaux moyens de paiement appelle également une multitude de fraudes via les moyens de paiement. Donc, nous allons aujourd'hui aborder les différents moyens de fraude qui existent au sein de notre société. Certains seront plus abordés que d'autres. Certains seront également abordés dans d'autres webinaires, dans les webinaires qui suivront le mois prochain. Nous allons notamment aborder le phishing et le smishing, le shoulder surfing, le skimming. Le QR code ne sera pas davantage abordé. Je vais juste vous donner un exemple pour que vous puissiez vous rendre compte des situations sur lesquelles nous sommes déjà tombés en termes de fraude au QR code. C'est notamment le cas d'un consommateur qui réalise sur Internet un achat et afin de finaliser cet achat, il reçoit un QR code comme il pourrait être attendu de recevoir un QR code lorsqu'on souhaite payer via Payconiq by Banque Contact. Toutefois, ce QR code n'est pas envoyé via le système de Payconiq by Banque Contact, mais envoyé via un autre système qui n'est pas sécurisé du tout. Et ça, le consommateur ne s'en rend pas compte. Il se dit qu'il va juste finaliser sa transaction et scanner son QR code, alors qu'en réalité, ce QR code
s'avère être une arnaque, les fraudeurs, de leur côté, eux, auront installé, par exemple, l'application bancaire relative au compte du consommateur. Et en scannant le QR code, le consommateur va juste autoriser les fraudeurs à pouvoir accéder à son compte via leur JSM à eux. Donc, cela va laisser la porte ouverte à de nombreux virements faits au profit des fraudeurs sans que le consommateur puisse directement s'en rendre compte. La fraude via domiciliation ne sera pas abordée plus en détail non plus, puisque cette fraude fait l'objet d'un webinaire à part entière le 14 janvier prochain. C'est juste une fraude qui se déroule lorsque une victime n'a pas donné son consentement à une domiciliation ou alors a retiré son consentement à cette domiciliation alors que la domiciliation est toujours exécutée. Nous n'allons également pas aborder plus en détail le piège à l'abonnement puisque cela fait également partie d'un autre webinaire qui se déroulera le 16 février prochain et qui sera présenté par la cellule fraude de masse qui fait également partie de la Direction générale de l'inspection économique et qui, elle, a vraiment peut observer cette tendance de fraude à l'abonnement. Je peux juste vous donner un petit exemple. Imaginez, vous êtes sur Facebook, vous recevez un petit pop-up qui vous propose un échantillon gratuit. Et lorsque vous souhaitez avoir cet échantillon gratuit, on vous propose de remplir un formulaire. Et en réalité, en remplissant ce formulaire, vous souscrivez à un abonnement dont vous n'êtes même pas au courant. Et vous recevrez chaque mois un colis qui est non seulement pas désiré, mais qui vous sera débité. La fraude à 1 euro ne sera pas plus en détail approfondie non plus. Je vais également vous donner un petit exemple. Imaginez, vous jouez à un jeu en ligne et vous êtes amené à croire que vous allez gagner un smartphone fruité à 1 euro, sans citer la marque de ce smartphone. C'est vrai qu'un iPhone, bien sûr, merci, un smartphone de ce type à 1 euro n'est pas négligeable et donc vous souhaitez le recevoir à ce prix. Toutefois, il s'avère que lorsque vous donnez vos informations pour recevoir ce smartphone, vous allez être prélevé. On abordera plus en détail les crédits frauduleux ainsi que la mule financière et finalement nous aborderons le blocage d'une somme d'argent qui n'est pas nécessairement une fraude en soi, mais dont nous avons reçu beaucoup de plaintes à cet égard, donc on souhaitait l'aborder avec vous. D'autres fraudes existent, bien évidemment, les fraudeurs sont toujours plus imaginatifs et nous ne pouvons pas aborder toutes les fraudes à l'heure actuelle, mais nous allons essayer de brasser large et de voir avec vous celles que nous rencontrons le plus souvent. Commençons par le phishing. À mon avis, un très grand nombre d'entre vous connaissez ce type de fraude. Il s'agit d'une méthode qui consiste à vous piéger pour que vous partagiez vos mots de passe, numéro de carte bancaire ou encore d'autres informations sensibles, en prétendant être une institution de confiance, et cette communication se fait par email ou par appel téléphonique. Les institutions de confiance peuvent être, par exemple, votre banque, qui vous dit, par exemple, via un appel qu'il y a un problème avec votre carte et que vous devez communiquer vos données bancaires, chose que votre réelle banque ne fera jamais. Il peut s'agir également de votre fournisseur d'énergie ou fournisseur en télécommunication, tout comme la Banque nationale. Je souhaite juste ici sensibiliser par rapport au nombre de victimes qui augmente depuis 2018 notamment, et qui augmente surtout depuis la crise du coronavirus, puisque comme vous le savez, nous sommes de plus en plus derrière notre PC, notamment en télétravail, et les fraudeurs savent très bien où venir chercher les informations des sources. Donc ce phénomène existe encore énormément et tend vraiment à se développer énormément. D'ailleurs, ce matin, j'ai encore entendu une information à la radio qui disait que ce phénomène augmentait fortement. Le smishing est exactement le même type de fraude que le phishing, sauf que le moyen de contact réalisé par les fraudeurs se fait via SMS ou via messagerie électronique. Donc, les banques, telles que ING par exemple sur le slide, sensibilisent de plus en plus à ce phénomène puisque, comme le phishing, les fraudeurs utilisent généralement le nom de l'institution bancaire pour dérober les données. Le shoulder surfing est un autre type de fraude puisqu'il permet aux voleurs d'obtenir le code PIN
d'une carte de crédit, une carte de débit, et de subtiliser cette carte bancaire en détournant l'attention du consommateur pour ensuite retirer le plus d'argent possible en un minimum de temps. Donc concrètement, comment cela se passe? Vous pouvez vous rendre à votre banque auprès de votre automate pour retirer de l'argent. Et lorsque vous insérez votre carte et introduisez votre code PIN, la personne derrière vous vous regarde lorsque vous l'introduisez pour justement pouvoir capter cette information. Ensuite, lorsque vous décidez d'appuyer sur éjecter pour retirer votre carte, c'est à ce moment-là que le fraudeur tente de vous divertir d'une certaine manière, de attirer votre attention sur quelque chose qui pourrait tomber par terre ou vous demande une information. Et pendant que vous êtes inattentif, la personne retire la carte du distributeur et vous fait croire que la carte a été ensuite avalée par l'automate. Dans ce cas, il vous propose son aide pour appeler CardStop et généralement, à l'autre bout du fil, il ne s'agira pas de CardStop, mais d'un escroc complice qui vous fera croire que votre carte a été bloquée, alors qu'il n'en sera rien. Le fraudeur sera non seulement en possession de votre carte, mais aussi en possession de votre code PIN et il pourra ensuite réaliser différents virements bancaires. C'est peut-être quelque chose qui a l'air un petit peu gros, on se dit mais c'est impossible de tomber dans ce genre de situation. Et pourtant, je pense que les fraudeurs sont vraiment très bien rodés et savent exactement comment fonctionner pour que notre attention ne soit vraiment pas détournée. On passe ensuite au skimming. Le skimming est un type de fraude qui est un petit peu plus technologique puisqu'il consiste à dupliquer les données bancaires stockées sur une bande magnétique qui est contenue donc sur la carte de banque. Et parfois, ils cherchent aussi à subtiliser votre code PIN à l'aide d'une caméra ou d'un clavier numérique détourné. Donc, ils utilisent des moyens assez technologiques qui mettent sur un terminal de paiement, un distributeur de billets ou encore une pompe à essence afin de capter les données contenues sur la piste magnétique. Vous avez ici, par exemple, un article de la Capitale qui parle d'un jugement qui avait été rendu à l'encontre d'une personne qui s'était rendue coupable de skimming. Donc, c'est quelque chose qui est assez connu au sein des tribunaux et qui est assez sévèrement puni. Nous en venons au crédit frauduleux. J'imagine que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux quelqu'un dire qu'il avait reçu un crédit auprès d'une certaine personne, qu'à l'époque il s'était fait refuser auprès de sa banque. Et de cette manière, c'est comme ça qu'a introduit l'annonce au faux crédit, au crédit frauduleux. Comment reconnaître une annonce au crédit frauduleux? C'est assez simple en pratique. La personne qui se cache derrière l'annonce met en avant des conditions attrayantes. Il peut s'agir d'un crédit rapide, d'un crédit à un taux d'intérêt très bas, du fait que vous n'ayez pas besoin de preuves de salaire pour obtenir le crédit, quelque chose qui est normalement obligatoire auprès d'une banque ou d'un prêteur. Il peut s'agir également du fait que vous soyez fiché à la Banque nationale, alors que ça ne prêterait pas. L'annonce indique en tout cas que cela ne poserait pas problème d'obtenir ce prêt alors que vous êtes fiché. Cette annonce se fait via email, via site internet ou encore via les réseaux sociaux. Et généralement, nous pouvons trouver des erreurs de langage dans ces annonces. C'est pas toujours le cas, faites attention, parce que les fraudeurs peuvent venir des quatre coins du monde. Toutefois, il peut aussi provenir juste à côté de chez vous. Et le français sera tout à fait correct. Donc, c'est pas un indice rédhibitoire qui indique que vous êtes face à une fausse publicité de crédit ou alors une annonce de crédit frauduleux, mais toutefois, ça pourrait être un indice. En pratique, comment cela se passe-t-il? Vous voyez cette annonce sur les réseaux sociaux, vous contactez la personne qui vous est proposée et cette personne, dans un premier temps, vous met en confiance, vous indique qu'elle est fiable et que votre prêt sera obtenu rapidement. Et ensuite, un premier paiement est demandé. Généralement, ce premier paiement tend à couvrir des frais de dossier, des frais administratifs ou encore une éventuelle assurance. Ces paiements sont vraiment demandés avec insistance et lorsque la personne voit que vous ne pouvez plus rien payer ou qu'elle a vu qu'elle avait vraiment soutiré tout ce qu'elle pouvait, elle disparaît, vous n'entendez plus jamais parler de cette personne et bien sûr vous n'obtenez pas votre crédit.
Ces paiements sont aussi demandés via des sociétés de transfert d'argent telles que Western Union, par exemple, quelque chose qui ne se ferait jamais non plus via une banque ou un prêteur agréé. L'inspection économique peut aider dans ce cas-là à détecter un petit peu d'où se trouve cette fraude, seulement si le fraudeur est actif à partir du territoire belge. Lorsque le fraudeur est à l'étranger, il sera quand même un petit peu plus difficile de pouvoir le situer. Nous, ici, dans notre service, nous collaborons avec le service de la veille sur Internet pour pouvoir déterminer d'où vient l'adresse IP qui a été utilisée pour poster cette annonce. Et ensuite, nous travaillons en collaboration pour pouvoir sanctionner les personnes qui se trouvent en Belgique. Nous avons ici l'exemple d'une personne qui met une annonce sur Internet et qui tend à se faire passer pour un prêteur légitime. Donc, c'est vraiment une publicité qui implique un crédit frauduleux et qui met en avant des conditions attrayantes que nous avons vues juste avant. Donc, un prêt rapide, un prêt fiable, une institution bancaire qui vous a refusé au préalable, un taux d'intérêt très bas. Voilà. Tous ces éléments peuvent un petit peu mettre la puce à l'oreille et nous indiquer que nous sommes face à un crédit frauduleux. Voilà le type d'annonce qui est souvent sur les réseaux sociaux tels que Facebook. Il peut s'agir même d'un ami à vous qui s'est fait pirater et qui soudainement indique une annonce de ce type sur Facebook. Et nous, de la sorte, nous pourrons essayer de retrouver d'où vient l'adresse IP qui se cache derrière cette annonce. Ici, nous avons l'exemple d'un contrat de crédit qui avait été créé pour mettre en confiance le consommateur potentiellement victime d'un crédit frauduleux. Et vous voyez que pour mettre en confiance ce consommateur, plusieurs institutions officielles avaient été utilisées pour le rassurer, telles que la Chambre des prêteurs de l'Union européenne, la République française, le tribunal de première instance de Paris. Donc on voit vraiment l'utilisation d'énormément d'organismes officiels pour pouvoir mettre en confiance. L'utilisation de balance, qui représente la justice, est également fortement utilisée dans ce genre de contrat puisqu'il est un signe de bonne foi. Et donc les fraudeurs l'utilisent en masse. Il nous est arrivé de recevoir des plaintes de crédits frauduleux qui allaient de pair avec un autre type de fraude qui est la mule financière. La mule financière consiste à demander à des jeunes, voire des jeunes adultes, des personnes qui sont parfois dans le besoin, en échange d'une promesse de gain rapide, de servir de mule financière en prêtant leur compte bancaire pour faire transiter de l'argent volé. Donc généralement, les gens sont approchés via Instagram, WhatsApp, réseaux sociaux en général, ou même encore dans des lieux publics, des lieux fort fréquentés dans les gares. Et dans certains cas, il est même demandé à la mule de prêter sa carte bancaire pour retirer le plus rapidement possible l'argent transféré. La réalité est beaucoup moins rose. C'est vrai que de l'argent facile et rapide, ça peut être très intéressant, mais la réalité est beaucoup moins rose puisque le seul visage du fraudeur qui apparaîtra aux yeux de la justice, c'est la mule financière et ce n'est pas les personnes qui se trouvent derrière. Donc c'est bien elle qui va vraiment récolter toutes les misères et toutes les sanctions. Il se trouve également que si la mule financière est mineure, ses parents pourront être tenus pour responsables et devront donc rembourser non seulement la victime, mais ils pourront faire l'objet d'une sanction pénale. La Fédération du secteur financier a introduit il n'y a pas si longtemps que ça une nouvelle campagne de sensibilisation à l'égard de la mule financière. Si vous voulez avoir plus d'informations quant à ce type de fraude, vous pouvez vous rendre directement sur le site de Febelfin. Et là, vous aurez quelques petites informations plus en profondeur, des petites vidéos qui vous expliquent comment cela fonctionne en pratique. Nous avons également décidé de vous parler du blocage d'une somme d'argent, puisque nous avons constaté il y a quelque temps beaucoup de plaintes à ce propos. En réalité, lorsque vous vous rendez auprès de votre pompe à essence et que vous désirez réaliser un plein,
le montant exact de votre plein n'est pas connu à l'avance. Donc, un montant forfaitaire est réservé sur votre carte de banque de généralement 375 € pour pendant la réalisation de votre plein. Et c'est lorsque votre plein a été réalisé que le montant exact est débité et que le solde est libéré. À l'époque, nous avons eu beaucoup de plaintes parce que la procédure de déblocage ne fonctionnait pas très bien. Il y avait des petits problèmes à ce niveau-là. Et des personnes se sont retrouvées, par exemple, dans leur supermarché à ne pas savoir réaliser leurs courses parce que ce montant était bloqué sur leur carte et ils n'avaient plus d'autres disponibles pour réaliser leurs courses. Donc on est bien conscient que cela peut provoquer des problèmes au quotidien, mais il ne s'agissait absolument pas d'une fraude à ce moment-là. Et depuis lors, les problèmes ont été largement résolus. Toutefois, la loi exige que le payeur soit informé clairement et à l'avance du blocage des fonds et qu'il donne son accord pour que le montant soit réservé. En pratique, des clauses sur cette possibilité de bloquer une somme d'argent se trouvent dans les conditions générales de votre instrument de paiement. Donc, si vous regardez dans les conditions générales de votre carte, il est indiqué cette possibilité de blocage de somme d'argent. Et plus particulièrement pour les stations-service, le consommateur doit en être informé au moyen d'un autocollant à poser sur le terminal de paiement. Donc un autocollant comme vous pouvez le voir ici dans le slide. Maintenant que nous en avons fini avec la première partie, nous allons réaliser un premier sondage. Le sondage se trouve normalement automatiquement dans la section questions-réponses qui se trouve à votre droite de l'écran. Et si cette section n'est pas ouverte, vous pouvez le faire dès maintenant. Si jamais quelqu'un a un problème et ne voit pas le sondage, vous pouvez contacter directement Julie dans la section questions-réponses et on essaiera de trouver une solution à votre problème. On laisse encore quelques minutes pour que les personnes, tout le monde puisse répondre. Voilà, le sondage est terminé, j'attends juste vos réponses. Ça peut prendre quelques secondes. Voilà Charlotte, les réponses sont affichées. Je ne vois pas vos réponses par contre. Donc la rubrique sondage, je ne sais pas si elle est ouverte chez toi. Si pas, tu la trouves dans les 3 petits points à droite de l'écran. Alors, je vois que mon sondage est ouvert, mais je ne parviens pas à voir vos réponses. Voilà, vos réponses sont affichées. Donc voilà, une grosse partie d'entre vous ne rencontre jamais les fraudes que nous avons citées ou notamment un autre type de fraude. Quelques personnes en croisent occasionnellement et une petite partie d'entre vous en croisent souvent. C'est toujours un élément important à savoir. Voilà. Abordons maintenant la prévention de la fraude au paiement. Comment prévenir la fraude au paiement? Nous allons voir que la réglementation met déjà en place certains éléments pour prévenir la fraude au paiement. Nous verrons ensuite les diverses obligations qui incombent à un utilisateur d'instruments de paiement ou encore à un fournisseur d'instruments de paiement. Et ensuite, nous vous donnerons quelques petits conseils pratiques à diffuser. Beaucoup de changements ont été opérés depuis peu par la directive PSD2. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il s'agit d'une nouvelle directive européenne qui réglemente les services de paiement. Donc, elle entend instaurer un cadre juridique pour des paiements plus simples, plus rapides, plus efficaces au sein de l'Union européenne.
Par exemple, un changement qui a beaucoup fait parler de lui en 2018, il s'agit de l'interdiction à un bénéficiaire de paiement d'imputer des frais supplémentaires pour des paiements qui ont été effectués par certains moyens de paiement. Par exemple, avant août 2018, il était normal de se rendre dans sa librairie et de payer un supplément de 50 centimes parce qu'on utilisait notre carte Mastercard ou Visa. Désormais, cela est interdit, et cela est interdit non seulement pour un commerçant qui a pignon sur rue, mais également pour un commerçant qui agit via le e-commerce, donc via une boutique en ligne. Un autre changement est également apporté par la directive PSD2, c'est le fait de pouvoir permettre à des tiers à leur donner l'autorisation d'avoir accès aux comptes des clients et aux informations qui sont tirées de ces comptes. Donc, outre les banques, des entreprises peuvent également régler des paiements pour vous, vérifier le solde de votre compte ou alors simplement retirer des informations de votre compte. Et de cette manière, nous voyons apparaître de nouveaux acteurs dans la directive qui peuvent également faire plein de choses avec votre compte, avec vos données contenues sur votre compte. Toutefois, seulement si vous en donnez l'autorisation. Votre banque ne pourra jamais donner l'autorisation à un tiers si vous n'avez pas préalablement donné cette autorisation. En tant que tierce personne, on entend par exemple Payconiq by Bancontact, tel que je vous en ai parlé juste avant, qui, elle, dans la mesure de ses services, peut avoir accès à votre compte. On parle également d'une boutique en ligne qui obtient la permission d'afficher votre crédit bancaire sur l'écran de la caisse. Ou encore, on peut imaginer une application bancaire qui vous aide à planifier votre budget, qui pour cela demande une autorisation pour aider à votre. On voit donc arriver des nouveaux acteurs dans la démarche de porter plusieurs risques, dont notamment le fait que ces tiers obtiennent vos données bancaires et ensuite les transmettent à d'autres entreprises qui ne sont pas toujours de bonne foi. Pour ce faire, la directive met en place des obligations de sécurité beaucoup plus strictes pour les paiements en ligne et améliore la protection des consommateurs qui sont victimes de fraude. C'est pour cette raison que la directive a introduit la notion d'authentification forte en cas de paiement électronique ou en cas d'accès en ligne à votre compte, donc via votre application bancaire par exemple. Et lorsque vous réalisez soit un paiement bancaire, soit lorsque vous vérifiez votre compte en ligne, deux de ces trois éléments doivent vous être demandés. Donc, quelque chose qui est relatif à la connaissance, quelque chose que vous avez. Il peut s'agir d'un mot de passe, d'un code PIN, d'une question secrète. Quelque chose de relatif à la possession, donc posséder. Ça peut être quelque chose via votre téléphone portable, appareil portatif ou encore token. Je reviendrai après sur la notion de token. Et ensuite, relatif à la propriété inhérente, donc ce que vous êtes. Il peut s'agir d'une empreinte digitale, d'une reconnaissance vocale ou d'une reconnaissance de l'iris, pour aller encore un petit peu plus loin. Ces facteurs doivent être indépendants les uns des autres, en ce sens que compromettre la fiabilité de l'un ne va pas compromettre la fiabilité de l'autre. Donc c'est dans ce sens que la directive entend renforcer la sécurité de vos paiements bancaires. Donc désormais, si vous comprenez dans ce sens, juste le numéro de votre carte et le petit numéro CVC qui se trouve au verso de votre carte ne sera plus suffisant pour réaliser un paiement en ligne. En cas de domiciliation, l'authentification forte ne sera demandée que lorsque vous effectuez cette domiciliation, lorsque vous la mettez en place. Les paiements sont initiés par le bénéficiaire et donc aucune authentification forte ne sera requise. L'authentification forte n'est seulement applicable que lorsque le payeur prend l'initiative. Et donc, existe cependant pour l'authentification forte. Il s'agit notamment des paiements sans contact ou des paiements de très faible valeur. Il s'agit également des bénéficiaires fiables ou encore l'achat de tickets de transport et de stationnement qui, eux, échappent complètement à cette notion d'authentification forte. La sanction peut être assez dure si votre banque ou si l'émetteur de votre instrument de paiement n'a pas respecté cette obligation, puisqu'il en viendra de sa responsabilité si vous êtes victime d'une fraude. Nous verrons plus tard plus en détail comment se matérialise cette responsabilité.
En plus de cette authentification forte, d'autres mesures de sécurité sont mises en place par la directive, telles qu'une déconnexion après être resté inactif pendant 5 minutes sur une activité en ligne. Et faites attention également qu'il s'agit d'une directive européenne. Donc, si vous réalisez un achat auprès d'une entreprise chinoise, par exemple, l'émetteur de la carte ou votre banque doit prendre une décision, soit de bloquer le paiement puisqu'il ne pourra pas mettre en œuvre l'authentification forte, ou alors de l'autoriser et prendre complètement le risque d'être responsable si le commerçant est un fraudeur. Je vais revenir sur la notion de token. Bancontact a décidé de développer ces paiements de manière sécurisée. Et donc, un système de token est mis en place. Donc, le système mis en place par Mastercard se fait via un système d'identification qui permet de remplacer les données classiques qui se trouvent sur votre carte de débit ou votre carte de crédit et de la matérialiser sous une forme de chiffre qui s'appelle en fait le jeton ou le token. Ce jeton ou ce token peut être utilisé pour un achat unique à un moment donné. De cette manière, la boutique en ligne qui recevra votre jeton ou votre token recevra simplement un code client unique et n'aura pas vos informations bancaires derrière qu'elle pourrait transmettre à d'autres sites quelconques. De la sorte, si un site web n'est pas sûr, n'est pas sécurisé, la sécurité de votre carte de crédit est toujours assurée sur les autres sites. Ce système a non seulement pour objectif d'accroître la sécurité du consommateur, mais également éviter que celui-ci ne décroche pendant le processus de paiement, ce qui peut arriver quelquefois. Alors, nous reprenons la notion d'instrument de paiement. Hop. Voilà. Donc, par instrument de paiement, nous entendons vraiment cette notion de manière très large, puisque nous entendons non seulement un instrument, mais également une procédure utilisée pour transmettre le consentement à une opération de paiement. Donc, il peut non seulement s'agir d'une carte, au sens d'un instrument de paiement au sens strict, mais également de quelque chose de beaucoup plus large, tel qu'un QR code, un smartphone, un digipass. Et très récemment, il y a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui a décidé que le fait de payer sans contact était également un instrument de paiement. Donc, la carte en elle-même n'est plus est non seulement aussi considérée comme un instrument de paiement, mais également le fait de payer sans contact est un instrument de paiement. Donc la procédure en tant que telle. Lorsque vous utilisez un instrument de paiement, vous avez des droits, mais vous avez également des obligations. Et en tant qu'utilisateur d'un instrument de paiement, vos obligations sont que vous devez utiliser votre instrument conformément aux conditions. Vous avez l'obligation d'informer immédiatement votre fournisseur d'instruments de paiement en cas de perte, de vol ou d'utilisation abusive de celui-ci. Ou encore, vous devez prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité des instruments et la sécurité des données personnelles. Le fournisseur de votre instrument de paiement a également des obligations telles que l'envoi de documents uniquement lorsque vous le sollicitez et le fait de sécuriser cet envoi et de faire en sorte que des tiers ne puissent pas y avoir accès. Donc, comme je l'expliquais juste avant, mais vous ne m'avez pas entendu, j'ai perdu ma carte très très récemment et ma carte de remplacement m'a été envoyée par la poste, alors que mon code PIN m'a été envoyé via SMS, de sorte que si l'un était intercepté, l'autre ne craignait pas pour sa confidentialité. Et finalement, le fournisseur d'instruments de paiement doit également organiser un canal d'information et un système de blocage en cas de perte ou de vol de votre instrument. Donc c'est lui qui sera responsable si ce canal n'est pas bien organisé ou s'il ne bloque pas automatiquement les transactions qui sont effectuées après avoir déclaré votre perte ou votre vol. Nous vous donnons ensuite quelques petits conseils pratiques concernant la fraude au paiement. On conseille d'avoir des appareils sécurisés, donc des appareils qui contiennent des logiciels antivirus, une détection de logiciels espions ou encore des pare-feux. On conseille également de changer régulièrement de mot de passe et utiliser un mot de passe sécurisé. Et finalement, il faut faire attention à ces appareils, même s'ils sont sécurisés, à ne pas les laisser sans surveillance, donc lorsque vous êtes à l'hôtel ou lorsque vous êtes dans votre voiture et que vous quittez votre voiture.
N'utilisez que des logiciels obtenus par un canal fiable. On verra après ce que signifie un canal fiable. Ne réalisez vos achats que sur des sites web fiables et auprès d'entreprises fiables. Nous verrons ensuite comment reconnaître une entreprise fiable ou comment se rassurer à cet égard. Et finalement, faites attention lorsqu'une annonce vous propose un cadeau ou un avantage attractif. Généralement, on se dit que lorsque c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est généralement pas vrai. Nous revenons sur la notion de fiabilité d'une entreprise, d'un vendeur. La loi exige qu'un vendeur doive mettre toutes ces informations sur son site web. Généralement, elles sont reprises sous une mention contact ou mention légale. Si vous ne retrouvez pas les informations qui sont demandées par la législation, vous pouvez commencer à avoir quelques petits soupçons à cet égard. Si vous, par contre, vous parvenez à avoir ces informations, vous pouvez directement vous rendre dans la Banque Carrefour des entreprises et à l'aide de la Banque Carrefour des entreprises, si vous insérez le nom de l'entreprise ou encore le numéro d'entreprise, vous pouvez avoir accès à un petit résumé de l'entreprise, savoir qui la gère, où elle se situe, sous quelle forme elle se réalise. Et on a un même pendant au niveau européen. Donc, la Banque Carrefour des entreprises fonctionne pour les entreprises qui sont situées en Belgique. Pour les entreprises situées dans un autre pays de l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, vous pouvez vous rendre sur la plateforme e-Justice, sur laquelle vous pouvez consulter les registres du commerce de ces pays. Pour les autres entreprises non européennes, il peut toujours être judicieux de googler le nom de l'entreprise pour voir un petit peu les informations qu'il y a sur elle sur Internet et voir même un petit peu les avis que vous pouvez retrouver. Nous passons maintenant à une connexion sécurisée, un canal fiable. Donc, comment reconnaître que votre connexion est sécurisée? Vous avez le petit S qui se situe juste derrière le HTTP, qui signifie en réalité sécurisé. Mais attention toutefois qu'une connexion sécurisée ne veut pas toujours dire que le site web est sûr. Les escrocs connaissent cette petite astuce du S qui signifie sécurisé et l'utilisent à bon escient. Donc, on vous conseille notamment d'utiliser cette astuce du petit S, vérifier qu'il est bien présent pour que votre connexion soit sécurisée, mais également de vous renseigner sur la fiabilité de l'entreprise ou du vendeur. Nous vous apportons également d'autres conseils concernant les paiements sécurisés, tels que le fait d'envoyer vos données de paiement uniquement via une connexion sécurisée, donc se référer au petit S derrière le HTTP, ou alors vérifier même que le petit cadenas se situe juste à côté du HTTPS, qui signifie également un indice de sécurité. Évitez les réseaux Wi-Fi publics pour les paiements. Faites attention aux faux sites web ou aux faux emails, donc comme nous l'avons vu pour le phishing, le smishing ou encore le crédit frauduleux. Certaines personnes tentent de se faire passer pour une institution de confiance et vous envoient un petit lien à cliquer, sur lequel vous devez cliquer pour avoir accès à un site internet. Si une personne se fait passer pour votre institution bancaire et vous demande de cliquer sur le lien, entrez vous-même le site internet de votre banque. Vous le connaissez certainement. Et donc, comme ça, vous évitez de tomber sur un site qui n'est pas très recommandé. Faites attention également à votre carte et aux données de votre carte et également au code PIN. Donc, choisissez un code PIN sécurisé et ne l'écrivez pas sur votre carte. Ne stockez pas les données de votre carte ou vos codes sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ces éléments peuvent toujours faire l'objet de pirates et donc partir en dehors de votre contrôle. Ne saisissez votre mot de passe et code que de votre propre initiative et ne présentez surtout jamais votre carte bancaire comme une pièce d'identité, même si on vous la demande. Déconnectez votre interface bancaire électronique lorsque vous partez et en cas de doute, si sur le moment vous avez un doute quant à la fiabilité de ce que vous êtes en train de faire, déconnectez tout immédiatement. En ce qui concerne les retraits et les paiements, évitez d'être surveillé lorsque vous entrez un code pour éviter le shoulder surfing et ne soyez pas aidé ou distrait à un moment donné.
et également éviter qu'un vendeur n'emporte votre carte. Et finalement, il est toujours intéressant de savoir qu'un commerçant ne peut jamais refuser de l'argent liquide. Les paiements en espèces doivent toujours être possibles. Toutefois, il existe une petite limitation qui interdit de payer en espèces au-delà de 3 000 €. Mais ça vous laisse quand même une petite marge de manœuvre pour pouvoir payer en liquide. Donc cette petite somme de 3 000 € est prévue en fait pour la loi anti-blanchiment. Lors d'un achat en ligne, en cas de doute, la question qu'on pourrait se poser est de savoir s'il est possible de payer après la livraison. Alors non, la loi ne prévoit pas de droit au report de paiement, mais prévoit plutôt un droit de rétractation, mais aucun droit de report de paiement. Donc au cours de la procédure d'achat en ligne, vous devez être informé directement par un bouton et de manière claire que vous allez payer à ce moment-là. Il ne peut pas être indiqué de manière tout petite qu'en cliquant sur une toute petite flèche, vous allez payer. Il est par exemple possible d'avoir des entreprises qui utilisent un paiement après une livraison, c'est notamment le cas de Klarna comme nous l'avons vu au tout début, ou alors un vendeur qui estime que vous êtes un utilisateur assez régulier et qui vous permet de le faire. Donc ce n'est pas parce que la loi ne le prévoit pas que ces cas d'espèce sont considérés comme une fraude, ça peut toujours être possible. Faites également attention lorsque vous recevez une communication en ligne qui vous indique une action urgente de votre part, qui vous demande de résoudre un problème ou encore vous promet un remboursement rapide. Donc ces éléments doivent allumer une petite lumière et se dire « Oh, attention, là, j'ai affaire à quelque chose qui est peut-être frauduleux ». N'hésitez pas aussi à vérifier vos extraits de compte. C'est de cette manière-là qu'on peut vraiment vérifier qu'une fraude n'a pas été réalisée. Nous avons ici un exemple pour reconnaître un hyperlien qui est fiable et qui semble nous indiquer le bon chemin à suivre. Nous prenons ici l'exemple d'ING. Nous avons deux hyperliens. Le premier hyperlien paraît assez vague. C'est vrai qu'à part quelques mots que nous savons lire, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de lettres, beaucoup de symboles. Il est difficile de voir exactement vers quoi il va nous mener. Pourtant, vous pouvez être sûr qu'il nous mènera vers ing.be. Alors que dans le deuxième hyperlien, il nous semble un petit peu plus clair. On a un petit peu plus de mots que nous pouvons lire assez aisément. Pourtant, cet hyperlien va nous le conduire à banque.be, qui n'est pas un site d'ING, mais qui est un lien frauduleux. Et en fait, l'élément le plus important dans un hyperlien est celui qui se trouve juste derrière le premier slash, en dehors du HTTP de .slash. Donc, l'élément qui est juste après le premier slash vous indique vers quelle direction vous allez être redirigé. Il est vraiment très important de faire attention à cette notion parce que, comme le phishing, le smishing ou le crédit frauduleux, énormément de personnes utilisent le nom d'une institution de confiance, une institution bancaire ou autre. Et la personne qui se fait arnaquer se dit, bah tiens, pourtant, il était bien indiqué ING dans l'hyperlien, je ne comprends pas. Et en fait, c'est une petite astuce qui est utilisée par les fraudeurs pour mettre également en confiance le consommateur. Une question est de savoir si Interpol ou la police peut récupérer l'argent que vous avez perdu. Vous pouvez vous demander pourquoi Interpol pourrait récupérer cet argent. Bien évidemment, non, c'est faux. Mais on vous parle de ce cas-ci uniquement parce que nous avons déjà eu un cas auprès de notre service où une personne s'était déjà fait arnaquer une première fois. Elle avait posé plainte. Et ensuite, une autre personne l'avait contactée afin de lui dire que sa plainte avait bien été prise en compte et que pour qu'elle soit traitée plus rapidement possible, il fallait qu'elle donne quelques informations, dont notamment des informations bancaires. Et c'est de cette manière qu'elle s'est fait arnaquer une deuxième fois. Certains fournisseurs d'instruments de paiement mettent également en place un blocage préventif lorsqu'il y a des risques que votre carte subisse une fraude. C'est notamment le cas lorsque un jour un commerçant s'était fait pirater les données qui contenaient chez lui. Et de la sorte, toutes les personnes qui avaient réalisé un achat auprès de ce commerçant ont été contactées par Worldline afin que ceux-ci bloquent leur carte de manière préventive et afin d'éviter que leurs données soient utilisées pour effectuer des achats frauduleux.
Boardline proposait donc une manière de répondre, une manière de réagir au blocage préventif. Et si le blocage préventif n'était pas mis en œuvre, la carte allait de toute façon être bloquée. Donc nous avons ici un moyen de petite astuce préventive qui avait été mise en place par un fournisseur. Finalement, nous avons également quelques conseils pratiques pour les crédits frauduleux. Vous devez savoir que lorsque un prêteur ou un intermédiaire de crédit agit sur le territoire de la Belgique, il doit être agréé pour un prêteur ou inscrit pour un intermédiaire de crédit auprès de la FSMA. Et ces agrégations et ces inscriptions, vous y avez accès sur le site de la FSMA. Donc vous avez tout un tableau où vous pouvez retrouver les personnes qui sont dûment agréées et dûment inscrites. C'est déjà un petit élément qui peut vous conduire à vérifier la fiabilité d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit. Méfiez-vous des faux sites, des faux emails. Donc certains escrocs se font parfois passer pour des entreprises légitimes afin de paraître dignes de confiance. Sur base de coordonnées, vous pouvez parfois constater qu'il s'agit de fraudeurs comme l'adresse électronique qui se finit par hotmail.com ou encore une adresse qui se finit par @gmail.com ou une adresse qui vient de l'étranger. Faites attention aux conditions attrayantes. Et soyez attentif également si la publicité vous paraît suspecte. Ne divulguez pas vos données personnelles ou vos données bancaires et ne payez jamais avant la signature d'un contrat. Aucune banque, aucun prêteur ne vous demandera de payer une somme avant de signer un contrat. Et surtout, ne payez jamais par l'intermédiaire d'une société de transfert d'argent. De plus, se faire de l'argent facile et rapidement peut sembler tentant, mais ne vous laissez pas utiliser comme une mule financière. Ne répondez pas à la question si quelqu'un vous suggère de gagner de l'argent rapidement. Et ne prêtez jamais votre compte bancaire, vos données bancaires ou alors votre code PIN. Nous en venons à la dernière partie qui est la réaction à la fraude de paiement. Le premier réflexe que vous devez avoir lorsque vous êtes victime d'une fraude au paiement est de bloquer votre instrument de paiement en appelant le numéro de CardStop qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Certaines banques ou émetteurs de cartes offrent la possibilité de bloquer leurs moyens de paiement via une application ou via un site web. Donc vous pouvez directement vous rendre sur ce site, le site de votre banque ou de l'émetteur de votre carte, pour voir les différentes possibilités qui se proposent à vous. Alors, quelles cartes nous pouvons bloquer via CardStop? Nous pouvons bloquer la carte de débit, la carte de crédit, la carte de type Sodexo également, les applications de paiement telles que Payconic by Bancontact, Apple Pay ou Google Pay, et encore des caractéristiques de paiement qui se trouvent sur votre monde connecté. Maintenant, nous savons que les mondes connectés utilisent de plus en plus proposent de plus en plus la possibilité de payer via l'instrument. Si vous perdez votre smartphone, votre tablette et que celle-ci contenait des données de paiement ou une application de paiement, vous devez également contacter CardStop. Et dans ce cas, votre carte ne sera pas bloquée, mais les demandes seront immédiatement, elles, bloquées afin d'éviter tout abus éventuel. La deuxième étape est de se rendre à la police afin de déposer une plainte pour fraude et ensuite vous rendre auprès de votre banque pour voir comment vous pouvez obtenir un éventuel dédommagement. Donc nous verrons par la suite ce qu'il est possible de faire ou non. Alors on se met dans l'exemple que vous avez été l'objet d'une fraude au paiement. Pouvez-vous dire à votre banque que vous avez commis une erreur ou pouvez-vous demander à votre banque de révoquer l'ordre de paiement? C'est ce que nous allons aborder ici même. Une erreur de paiement est difficilement invoquée puisque votre banque vous dira que la seule erreur qu'elle prend en compte est une erreur dans le numéro IBAN de la personne bénéficiaire. Et même dans ce cas, la banque ne sera pas responsable. Elle n'a aucune obligation de révoquer le paiement si l'erreur est due au payeur. Toutefois, elle pourra mettre en œuvre des mesures raisonnables, des efforts raisonnables pour récupérer votre argent avec la collaboration de la personne qui a bénéficié du paiement.
Pour ce qui consiste de la révocation d'un ordre de paiement, la règle générale veut qu'un ordre de paiement ne puisse pas être révoqué une fois qu'il a été reçu par votre banque ou l'émetteur de votre carte, ou une fois que vous l'avez accepté via un bénéficiaire. Donc si dans un magasin, vous avez réalisé un paiement, vous avez donné votre accord pour que celui-ci soit réalisé. Donc c'est vraiment la règle générale qui prévaut. Toutefois, une petite règle vaut et est différente pour les domiciliations. Il est possible de révoquer une domiciliation au plus tard jusqu'à la fin du jour ouvrable précédant le jour où le compte est débité. Donc, si vous avez prévu de faire une domiciliation le 31 décembre, vous pouvez toujours la révoquer jusqu'au 30 décembre. Mais attention, vous avez absolument besoin de l'accord du bénéficiaire. Et il en est de même pour les paiements différés. Il est possible de révoquer un paiement différé au plus tard jusqu'à la fin du jour ouvrable précédant le jour prévu pour l'exécution, de la même manière que la domiciliation. Donc ces règles, à ce stade-ci, ne soulagent en rien votre situation en cas de fraude au paiement. Nous pouvons donc nous demander si notre banque peut faire un remboursement lorsque nous avons autorisé un paiement. Donc la loi distingue lorsque les paiements ont été autorisés et les paiements ont été non autorisés. Nous allons commencer par les paiements autorisés. Est-ce que vous pouvez dire à votre banque que vous avez réalisé ce paiement, mais que vous le regrettez, vous voulez vous récupérer cet argent? Ou alors, est-ce que vous pouvez demander à votre banque et invoquer que votre consentement n'était pas suffisamment éclairé et que vous regrettez donc d'avoir fait confiance et souhaitez récupérer votre argent? Pour répondre à toutes ces questions, nous devons savoir ce qu'on entend exactement par paiement autorisé. La loi stipule qu'un paiement n'est pas considéré comme autorisé tant que le payeur n'a pas consenti à son exécution. Donc, malheureusement, en cas de crédit frauduleux, même si vous ne saviez pas que l'opération ou la société derrière était frauduleuse, vous avez donné votre accord à l'opération en tant que telle et il s'agira bien d'un paiement autorisé. C'est pour ça que vous devez être extrêmement prudent concernant les crédits frauduleux. Pour la domiciliation, vous devez seulement donner votre consentement au moment de créer la domiciliation et votre consentement ne sera plus demandé pour les paiements suivants. On a quand même une petite notion supplémentaire de risque à ce niveau-ci puisque vous pouvez contracter une domiciliation sans vous en rendre compte et ensuite ne pas réaliser que des paiements sont exécutés. Afin de fournir aux consommateurs une protection supplémentaire à cet égard, la loi stipule 3 conditions, notamment que le payeur doit donner son consentement explicite et doit également signer la domiciliation. La domiciliation doit contenir une référence au contrat pour lequel le paiement va être effectué et aussi le payeur doit recevoir une copie de cette domiciliation sur un support durable. Si ces 3 conditions ne sont pas respectées, alors dans ce cas, vous pouvez remettre en cause votre domiciliation et demander un remboursement à votre banque si celle-ci a été exécutée. En ce qui concerne les autres formes de fraude au paiement, telles que le phishing, le skimming ou encore la fraude au QR code, à ce niveau-là, il n'y a pas de consentement, vous n'avez pas consenti pour que l'opération soit réalisée et donc nous viendrons plus tard au remboursement des paiements non autorisés. Pour le crédit frauduleux, par contre, vous avez donné votre consentement et donc qu'en est-il? Malheureusement, vous ne pourrez pas demander à votre banque de récupérer l'argent que vous avez transféré à un fraudeur. En revanche, il est possible toutefois d'avoir un remboursement si un paiement a été effectué via une domiciliation SEPA ou une domiciliation européenne. Et encore, il existe une autre petite règle qui peut s'appliquer si le paiement a été initié par ou via le créancier. Donc on peut imaginer que vous vous rendiez dans un hôtel, que vous ne sachiez pas encore quel montant vous allez payer, mais que vous donnez votre carte à titre de garantie à l'hôtelier. Cette situation peut amener à des abus et peuvent complètement échapper à votre contrôle. Dans ce cas-ci, vous pouvez invoquer un remboursement si 2 conditions sont remplies. Lorsque le paiement a été autorisé, le montant exact du paiement n'a pas été précisé, donc c'est exactement le cas de vous qui vous rendez à l'hôtel, sans connaître exactement le paiement que vous allez payer à la fin.
Et au final, si le montant du paiement est plus élevé que ce qui est raisonnablement attendu. Donc, si vous vous attendiez à payer votre nuit d'hôtel 100 € et que vous vous retrouvez à la payer 1 000 €, à ce niveau-ci, il sera possible de demander un remboursement. Mais c'est vraiment dans ce cas assez strict que vous pouvez obtenir un remboursement. Si vous êtes dans ce cas précis, vous pouvez demander à votre banque de vous faire rembourser jusqu'à 8 semaines à compter de la date de débit et votre banque devra vous répondre dans les 10 jours ouvrables suivant la demande. Nous abordons ensuite la procédure de rétrofacturation, plus communément appelée cashback. Cette procédure est disponible juste pour les cartes Visa, Mastercard ou American Express. C'est un petit service que proposent ces émetteurs de cartes. Et donc, lorsque vous avez pas vraiment une contestation contre un paiement, mais plutôt un litige avec le vendeur, vous pouvez en revenir à cette procédure de cashback. Donc, on prend l'exemple d'un vendeur en faillite qui n'a pas effectué sa livraison, un colis que vous avez commandé qui n'est jamais arrivé, une facture d'hôtel qui est trop élevée ou encore le fait d'avoir retourné un achat pour lequel vous n'avez pas obtenu de remboursement. Dans un premier temps, nous vous conseillons de trouver une solution amiable avec le vendeur puisque cela sera plus rapide et l'émetteur de carte vous demandera de d'abord trouver une solution amiable avec le vendeur. Toutefois, si le vendeur est un fraudeur ou alors de mauvaise foi, vous pouvez vous en remettre à l'émetteur de votre carte qui trouvera une solution et vous remboursera cette transaction. Nous avons ici l'exemple d'un formulaire de contestation qui est mis à disposition pour les cartes Visa et Mastercard. Vous pouvez trouver ce formulaire de contestation sur le site macarte.be. Et donc, vous voyez ici la liste de toutes les contestations qui peuvent être possibles et pour lesquelles vous pouvez vous plaindre et obtenir par la suite un remboursement via la procédure de cashback. À ce stade-ci, nous avons abordé plusieurs questions en cas de fraude au paiement. Puis-je invoquer une erreur? Ça ne va pas être possible. Puis-je révoquer le paiement? Nous avons vu qu'il était très difficile de révoquer un paiement uniquement pour les domiciliations où c'est possible, mais en tout cas pour un ordre de paiement, il est assez compliqué. Puis-je demander le remboursement d'un paiement autorisé? Nous avons vu qu'il était possible, mais seulement dans un cas très strict. Alors, que faire lorsque nous nous trouvons dans un cas de fraude où nous n'avons pas donné notre consentement au paiement? Il s'agit notamment des cas du phishing, du skimming, de la fraude par QR code. Selon la loi, c'est la banque qui doit fournir la preuve du contraire, c'est-à-dire la preuve que vous avez effectivement accepté le paiement. Alors, cette nuance est à apporter, notamment la doctrine n'est pas tout à fait d'accord sur qui doit apporter la preuve dans un premier temps, dans le sens où une partie dit que la preuve doit être apportée par le consommateur, juste le fait qu'il n'a pas autorisé le paiement, et une autre partie de la doctrine dit que même cette partie-là doit être prouvée par la banque. Mais une grosse partie de la doctrine indique qu'il s'agit bien de la banque qui doit qui doit apporter cette preuve du contraire. Le premier réflexe à avoir lorsque vous êtes victime de ces types de fraude est de prévenir immédiatement CardStop. Car dès le moment où vous avez prévenu CardStop, plus aucune transaction ne peut être effectuée avec la carte. Et si des transactions sont quand même effectuées, cela sera de la responsabilité de votre banque ou de l'émetteur de votre carte. Il est donc important de contacter sans délai votre banque ou votre émetteur de carte. La règle générale est qu'après avoir signalé un paiement non autorisé, votre banque ou l'émetteur de votre carte est tenu de vous rembourser le montant total de la transaction frauduleuse. Et le délai de ce remboursement est immédiatement et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la prise de connaissance de la fraude. Une seule exception existe à cet égard, c'est si la banque suspecte que ce soit vous, le fraudeur. Et c'est dans ce seul et unique cas qu'elle ne pourra pas vous rembourser immédiatement. Et si c'est le cas, la banque ou l'émetteur de votre carte doit le signaler auprès de l'inspection économique. Nous avons une boîte aux lettres spécifique à cet effet. Donc, en principe, en cas de paiement non autorisé, vous avez droit à un remboursement immédiat et complet, mais il ne s'agit qu'un arrangement provisoire.
Si le fraudeur a utilisé un instrument de paiement perdu ou volé, ou s'il a utilisé un instrument de paiement illégalement, une partie des dommages peut vous être imputée. Et cette partie équivaut en règle générale, à 50 €. Donc les transactions frauduleuses entre le vol et la perte de votre carte et son signalement ne sont à charge du consommateur qu'avec un maximum de 50 €. Donc on a une petite franchise qui s'applique notamment à charge du client. Toutefois, si la nature de la fraude ne peut pas être déterminée ou si une authentification forte était requise alors qu'elle n'a pas été mise en œuvre par votre banque ou par l'émetteur de votre carte, dans ce cas-là, aucun frais n'est imputable au consommateur et toutes les charges seront prises sous la responsabilité de la banque. Toutefois, si le payeur, lui, a commis une fraude, a commis un acte intentionnel ou une négligence grave, il devra supporter toutes les pertes. Si vous êtes dans le cas d'une fraude, peu importe le type de fraude, le premier réflexe que vous devez avoir après avoir contacté CardStop est de vous rendre à la police. Je sais qu'un bon nombre d'entre vous travaillent parmi cette institution. Et donc, la première chose à faire après CardStop est de contacter la police pour pouvoir déposer plainte. Nous mettons, nous également, aussi à votre disposition un point de contact. Il vous suffit juste de taper pointdecontact.be pour pouvoir avoir accès à différents types de scénarios et pouvoir déposer plainte auprès de l'inspection économique. Cela peut être très utile pour éviter de nouvelles victimes, mais également pour vous apporter une aide si la banque refuse, par exemple, de vous rembourser ce qui vous a été dérobé. On a par exemple ici eu il y a très récemment le cas d'une banque qui refusait d'indemniser le client et le consommateur s'est adressé à nous et ensuite, grâce à une enquête qui a été effectuée par nos soins, la banque a finalement décidé de restituer les fonds à la victime de la fraude. Voilà, ça peut être un très bon moyen également de trouver une solution à vos ennuis. Il peut également être possible de contacter l'Ombudsman, qui est le médiateur pour les services de paiement, et lui jugera un peu au cas par cas votre situation et verra la décision à prendre quant à votre litige entre la banque et vous-même. Voilà, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Je m'excuse encore pour les petits problèmes techniques que nous avons eus au cours de celui-ci. Et nous allons voir si d'autres personnes ont des questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, mon collègue peut peut-être voir avec nous quelles questions n'ont pas encore été répondues. Alors, Monsieur Limbourg, bonjour à tous et à toutes. Monsieur Limbourg avait posé la question, que dit la loi en cas de paiement liquide d'un montant très faible, par exemple 10 € avec un billet très élevé comme 200 ou 500 €. À cet effet, le SPF Économie met à votre disposition sur son site internet un mémorandum relatif au refus des billets de banque par les vendeurs. C'est disponible sur notre site internet, c'est bien fait, c'est très compréhensible, donc vous pouvez aller voir sur notre site internet, mais nous vous annexerons ce mémorandum aux slides qui vous seront envoyés un peu après la présentation. merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question par rapport à ce webinaire? C'est le moment, c'est l'instant. Si plus personne n'a de questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation. Je vois que vous avez été très actif au niveau des questions écrites pendant le webinaire et je vous remercie pour cela. J'espère que ce webinaire vous a donné toutes les informations que vous recherchiez et j'ai été très contente de vous donner toutes ces informations. Voilà, il n'y a plus de questions. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de matinée, un bon appétit d'avance et à très bientôt.
Un très grand merci.